On part sur la deuxième finale de conférence, la finale de conférence à l'Est, qui oppose du coup les Celtics à Miami. Et oui, les Celtics face à Miami, une série un petit peu surprenante, en tout cas, hein, même si les Celtics, on les attendait là, puisqu'ils ont fini deuxième de la conférence après une excellente régulière, et que sur leur parcours, bah voilà, ils avaient Atlanta qui devait sortir, ils avaient Philly qui devait sortir, mais sauf que Boston s'est compliqué un peu la tâche. Boston s'est compliqué un peu la tâche, j'en avais déjà parlé lors de ce live, j'en avais fait aussi une petite vidéo TikTok où j'avais dit un petit peu, mais c'est quoi le problème des Celtics en fait? Parce qu'en fait, les Celtics, quand ils sont à 100%, je pense que c'est la meilleure équipe de la ligue sans aucune contestation. Que ça soit en attaque comme en défense, quand ils arrivent à être à 100%, si tu mets toutes les autres équipes à 100%, je pense que Boston, ils sont meilleurs. Je pense que Boston, ils sont meilleurs que n'importe qui. Je pense que Boston, ils peuvent être meilleurs que n'importe qui, que ça soit en défense comme en attaque. Alors en défense, peut-être que les Lakers peuvent rivaliser. En attaque, peut-être que les Nuggets peuvent rivaliser. Mais voilà, on prend un truc sur chaque équipe. Mais collectivement, quand les Celtics sont à 100%, avec ce duo Jaylen Brown, Jason Tatum, avec du Marcus Smart, avec du Al Horford, avec du Robert Williams, avec un Malcolm Brogdon qui sort du banc, l'autre il sort du banc, il serait titulaire dans je ne sais combien d'équipes. C'est juste incroyable. Voilà, toute cette diversité, toute cette richesse que tu as, tout ce collectif huilé que tu as réussi à créer chez les Celtics, et ben quand il s'exprime en fait, c'est très très dur de rivaliser. C'est très très dur de rivaliser et on l'a vu dans la série notamment face à Philly, hein. Bizarrement, il y a eu des matchs où Boston était juste injouable et peu importe ce que proposaient les Sixers avec Embiid, Harden ou quoi que ce soit, les Celtics ils étaient juste en mode non mais en fait on est injouable, hein. En défense on va vous terroriser et en attaque de toute façon vous allez jamais pouvoir nous arrêter, on va toujours trouver des solutions parce qu'on a une variété et une palette offensive incroyable. Donc en fait pour moi les Celtics sont peut-être la meilleure potentielle équipe sur le papier. Le problème, c'est que bah, cette saison, les Celtics, parfois, il y a un petit problème qui vient de où? Qui vient de là-haut, qui vient du mental. Alors, qui vient du mental, je sais pas si c'est dans l'approche des matchs, je sais pas si c'est parfois une certaine suffisance, je sais pas si c'est parfois une certaine difficulté à vraiment réussir à exploiter et se mettre vraiment au niveau qu'ils doivent être. Je sais pas vraiment c'est quoi le vrai fond du problème, mais clairement il y a une petite faiblesse mentale chez les Celtics qu'on n'avait pas l'année dernière. Et ça se retrouve dans quoi? Ça se retrouve bah, notamment dans le premier tour. Les Hawks, tu mènes 3-0, tu dois les sweeper tous les jours. Et au final, tu te retrouves à 3-2, à devoir jouer un match 6 parce que tu as été trop suffisant, parce que t'as pas mis l'intensité défensive qu'il fallait, et juste que tu t'es contenté juste d'essayer de répondre à celui qui allait mettre le plus de buckets. Ça montre, tu vois, c'est les signes d'une équipe qui, bah, tu vois, est extrêmement talentueuse, mais qui manque un peu de solidité et un peu de solidité en termes de mindset, tu vois. Et on l'a vu pareil dans la série face aux Sixers. Dans la série face aux Sixers, le premier match, ils le perdent. Alors oui, c'est parce que t'as un Harden on fire, etc. Mais en gros, les Celtics, ils perdent aussi parce que juste ils sont rentrés dans un concours de shoot, tu vois, et juste ils ont pas défendu comme il fallait. Parce que vraiment, si les Celtics ils défendent comme ils savent défendre, ils auraient éteint les Sixers et ils auraient éteint Harden à ce moment-là aussi. Pareil dans le match 6. Dans le match 6, les Celtics, ils auraient bien pu. Les Celtics, ils ont mal joué pendant 3 quarts temps. Pendant 3 quarts temps, ils ont mal joué. Pendant 3 quarts temps, ils étaient presque éliminés. Et au final, il a suffi d'un dernier quart-temps où Jason Tatum s'est réveillé, où la défense s'est mise à être énorme, avec une grosse pression, une grosse intensité, à faire déjouer Joel Embiid alors fort qu'il commençait à construire des immeubles dans la tête du MVP. Et bizarrement, hop, oh bah, ils ont terrassé les Sixers dans le quatrième quart-temps et ils ont gagné le match. Donc en fait, t'as l'impression qu'ils ont un peu ce courant alternatif où juste des fois, en fait, eh ben, ils mettent pas les efforts qu'il faut et c'est passé face aux Sixers, mais clairement, ça aurait pu leur porter préjudice, hein. Parce que sur le match 6, ils sont pas loin de se faire sortir. Sur le match 6, ils sont vraiment pas loin de se faire sortir. Et sur le match 7, bah, y a rien à dire. Sur le match 7, y a rien à dire. Grosse défense, pareil, encore à Horford qui envoie de l'énorme défense sur Joel Embiid. Même tout, on a vu la défense de chien qu'ils ont envoyé sur les Sixers. Oui, les Sixers, ils ont été aussi maladroits.
Et ils n'ont pas réussi à vraiment réussir à trouver leur jeu d'attaque, etc. Mais il faut aussi saluer la défense des Celtics, hein. Vous vous remettez quelques actions du match 6, et il y a des moments, il y a des renversements de jeu, etc. Le mec des Sixers, il a même pas eu le temps de prendre sa position en mode triple menace, etc. Que t'as déjà un mec des Celtics qui est devant lui et qui est en mode vas-y, viens, je t'attends, tu vas pas passer, tu vois. C'était une vraie défense de la part des Celtics. Et quand ils sont comme ça, avec en plus de l'autre côté, eux, ils avaient de l'adresse, ils ont réussi en plus avec un Jason Tatum qui était complètement on fire. Mais voilà, quand les Celtics sont comme ça, ils sont juste injouables. Et je pense que tu leur mets n'importe quelle équipe de la ligue, ils peuvent la désosser dans ces moments-là. Les Celtics sont vraiment l'équipe qui peut atteindre le plafond le plus haut. Mais le problème, c'est que parfois, ils se contentent un peu d'un plancher qui est un petit peu dégueulasse. Voilà, un petit peu trop en gestion, un petit peu trop en détente. Alors oui, voilà, comme je disais, face à Atlanta, bah, tu leur as donné 2 matchs alors que tu devais les sweeper. Face aux Sixers, bah, tu t'es fait des grosses frayeurs et il a fallu que tu t'embarques dans un match 7 pour finir la série. Et vraiment, tu t'es fait des belles grosses frayeurs, notamment au match 6. Donc voilà, on va voir comment vont réagir les Celtics pour la suite. Peut-être que de s'être mis dans ces conditions un peu de difficulté, peut-être que c'est ce qu'ils avaient aussi besoin, voilà, pour ressouder le groupe, pour se redonner de la confiance, etc. Parce qu'on parle, voilà, c'est quand même on sent aussi quand même l'absence d'Ime Udoka par rapport à l'année dernière. Lui, il apportait bien plus ce côté voilà mental, ce côté mindset, ce côté guerrier à tous les matchs, etc. Alors que Joe Mazzulla, des fois, on sent qu'il a un petit peu du mal à insuffler ça, tu vois. Après, c'est aussi un coach rookie, c'est normal aussi. Et après, voilà, ça veut pas dire que ce que propose Mazzulla est catastrophique, etc. Mais on sent que voilà, parfois, les Celtics l'année dernière avaient montré bien plus de caractère. Les Celtics de l'année dernière étaient peut-être un peu moins talentueux, mais avaient plus de caractère, alors que les Celtics de cette année sont plus talentueux, mais ont parfois l'impression d'être un peu moins caractériels. Donc on va voir comment ça va s'exprimer dans cette série face au Heat. Mais s'il y a clairement une équipe qui va pas falloir laisser des occasions à la con comme ça, c'est clairement le Heat. C'est clairement le Heat parce que le Heat ils sortent du fin fond des enfers là. Le Heat ils sont en finale de conf alors qu'ils étaient huitièmes. Ils étaient déjà dans une saison régulière qui était très très moyenne comme ça avec un Jimmy Butler. On se disait mais putain, mais qu'est-ce qu'il nous fait comme saison de merde. Bam Adebayo, il a eu un moment un peu de pique et après c'était disparition Casper le fantôme. Collectivement ils y étaient pas. L'attaque elle était parfois mais tellement stérile, c'était dégueulasse. La défense elle se faisait des fois ouvrir en deux à l'intérieur alors que c'était là où ils étaient les meilleurs. Sur le play-in, ils arrivent, ils jouent face à Atlanta, ils perdent, on se dit mais putain, mais Miami en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se faire sortir du play-in. Au final, ils arrivent à passer face aux Bulls alors qu'ils étaient menés de 10 points. Et après, bah voilà, la story a commencé à ce moment-là. La story a commencé à ce moment-là, le déclic a eu lieu peut-être, et tout a commencé. Voilà, cette belle histoire de Miami a commencé à ce moment-là. Avec cette série face aux Bucks. Cette série face aux Bucks qui a juste été incroyable de la part de Miami, hein. Je vais pas revenir en détail dessus parce qu'il en faudrait des heures et des heures. Mais quelle série incroyable ils nous ont envoyé là face aux Bucks. Oui, ils ont profité de Bucks aussi défaillants, de Bucks qui ont aussi perdu Yanis pendant quelques matchs, etc. Mais le Heat, ils ont aussi perdu Tyler Hero à ce moment-là. Mais voilà, le Heat a su faire toujours preuve de bien plus d'adaptation. Ils ont su réussir à punir des Bucks parfois qui manquaient justement cette agressivité, cette intensité que Miami a réussi à imposer. Et en fait, Miami nous a juste montré une chose, c'est que tout ça, ça fait partie de son ADN. Alors oui, en saison régulière, ça s'est pas vu, mais là sur les playoffs, ça a parfaitement cliqué. Et à l'image de lui, à l'image de ce grand Fada là, de ce grand Jimmy Bucket qui nous envoie pour le moment des playoffs qui sont juste totalement incroyables. Il fait partie des meilleurs joueurs des playoffs sans aucune contestation. Il est clairement sur le podium, hein. Je pense que même à l'Est, on peut peut-être même dire que c'est le meilleur joueur et à l'Ouest, Anthony Davis. Avec Jokic peut-être. Je sais pas, ça se discute, tu vois, mais en tout cas sur le podium, je pense que tu as les trois. Et après, tu les classes un peu comme tu veux. Mais voilà, Jimmy Butler, il a insufflé ça, notamment cette combativité et voilà, cette rage de vaincre. Il arrive à transmettre ça. Ça, c'est un putain de leader. C'est un mec qui a l'ADN playoff dans le sang. Et on l'a vu depuis tout simplement, depuis la série face aux Bucks. Parce qu'en fait, la série face aux Bucks,
Miami arrive dans cette série en mode plutôt confiant, etc., de ce qu'ils peuvent réussir à produire, etc. Et puis au final, en fait, c'est vraiment cette série qui les a mis dans une totale confiance. Parce qu'en fait, bah hop, ah bah on gagne un match, hop, ah ok, on regagne, ok, ah ils répondent, mais on regagne, on mène 3-1, et en fait, on va chez eux, et on les termine chez eux. Mais du coup, ça leur a mis une confiance, mais un niveau de confiance mais maximal. Et du coup, tout ce qui croyait en eux, parce que voilà, Miami, Butler et Spoelstra, etc., c'était les premiers à dire qu'ils avaient cet ADN playoff, qu'ils avaient un groupe complet, que s'ils jouaient au complet, etc., sans blessure, tout ça, porté par un très très grand Jimmy Butler, ils pouvaient faire vraiment quelque chose dans ces playoffs. Et au final, bah, tout le monde rigolait un peu au début. Et au final, bah, on se rend compte que bah pas tant que ça, que c'était vraiment sérieux, que c'était vraiment vraiment sérieux. Et voilà, ils se sont mis totalement en confiance du coup avec cette série face aux Bucks, parce que t'es huitième, tu sors le premier, et tu sors le premier avec la manière, c'est-à-dire que tu les tabasses 4-1, et en plus tu fais ça du coup avec la manière vraiment, même dans les matchs, tu vois. Genre il y a eu des matchs où tu leur as mis la tête sous l'eau, quoi, au premier bilan de la NBA. Et du coup, ça les a totalement mis en confiance pour la suite des playoffs. Et du coup, ils sont arrivés dans cette série face aux Knicks, où bah là, du coup, l'opposition était un peu plus faible, et ça s'est vu, même si du coup, il y a eu l'absence de Jimmy Butler, du coup, sur, sur notamment une ou deux rencontres, notamment sur une rencontre, et il a été un petit peu diminué, etc. Ça se sentait. Voilà, sur le match 2, du coup, c'était après la belle victoire de Miami sur le match 1. Match 2 qui avait été gagné par New York parce que tu avais notamment un Butler qui était absent. Mais après, voilà, match 3, match 4, ça a fait tranquillement le travail à la maison. Ça a fait tranquillement le travail à la maison, en mode patron, avec de la bonne défense, qui a bien bien gêné l'attaque des Knicks. Elle qui avait déjà galéré face à l'attaque des Cavs, bah là, l'attaque des Knicks, elle a regaléré un petit peu. Alors pas autant en termes de points, hein, pas autant en termes de points, mais il y a eu des passages qui étaient parfois vides. Grâce à la dynamique, je vois Miami poser de réels problèmes. Bah, on va en parler après, mais clairement, ça va être une série bien plus ouverte qu'on aurait pu le penser si on avait eu ça, par exemple, au premier tour, tu vois. Parce qu'on aurait pu avoir ça au premier tour, à la base, cette série. À la base, cette série, si Miami gagne son match de play-in face à Atlanta, on avait Boston-Miami au premier tour. Et je pense que si on avait cette série au premier tour, je pense pas que Miami était passé. Je pense pas que Miami serait passé, parce que du coup, c'est vraiment aussi cette mise en confiance qu'ils ont eue grâce du coup à cette série face aux Bucks. Et derrière, bah tu vois là, comme je dis, t'as déroulé un peu en mode patron face aux Knicks. T'as réussi à faire déjouer leur attaque, comme tu voulais les faire déjouer. T'as réussi à toi bien attaquer comme tu voulais bien attaquer, en trouvant de l'alternative. Un coup un gros Butler, un coup un très bon Adebayo, un coup des role players qui font le taf. Voilà, t'as réussi à trouver des choses, et surtout voilà à isoler en tout cas Jalen Brunson au scoring et en attaque. Et du coup, bah voilà, Miami arrive dans une vraie dynamique. Et du coup, là, oui, ils étaient huitièmes en fait en saison régulière. Mais en fait, ça, c'est juste un chiffre parmi tant d'autres. Parce que maintenant, tu te dis plus du tout qu'on a une série entre le deuxième et le huitième. Tu te dis juste qu'on a une série entre deux équipes qui sont là, du coup, pour aller chercher la finale NBA, et qui sont là, du coup, tout en haut de la conférence Est pour se disputer, du coup, ce titre de champion de la conférence Ouest, et surtout aller chercher une finale NBA. Donc en tout cas, ça va être une série vraiment très très sympa à voir, très très sympa à voir. Et voilà, on va voir un petit peu du coup le début de cette série, c'est demain soir, dans la nuit de mercredi à jeudi. Mais voilà, c'est une série qui va être aussi belle qu'elle était inattendue. Mais voilà, il y a quand même des petits points à parler. En saison régulière, rapidement, pour se donner un ordre d'idée, bah, ça fait un clair ça fait 2-2. 2-2 avec du coup 2 victoires pour les Celtics sur le début de la saison. Mais après, c'était que des matchs qui ont eu lieu entre début octobre et mi-janvier. Donc voilà, c'est pas forcément des matchs sur lesquels on peut vraiment, vraiment s'appuyer. Mais voilà, en tout cas, si on doit parler de plusieurs clés de cette série, voilà, des petites clés comme passe-partout, il montrerait là à l'image. Va y en avoir plusieurs. Et voilà, on a parlé tout à l'heure de cet affrontement entre Monsieur Jimmy Butler
On a parlé tout à l'heure, pardon, dans la série entre les Lakers et les Denver, de l'affrontement entre AD et Jokic. Bah là, on a un vrai affrontement aussi. C'est entre Butler et Tatum. Entre Butler et Tatum. Bien sûr, bien sûr. Un affrontement de stars qui ont porté leur équipe jusque-là. Alors pas autant pour Tatum, même s'il a fait des playoffs qui sont vraiment très très solides, même s'il a parfois connu un petit peu un manque d'adresse, etc. On a vu que bah il répondait dans les grands moments. Et ça, c'est les grands joueurs, c'est les grands joueurs. Pareil pour Jimmy Butler. Quand il a fallu terminer les Bucks, il était là. Quand il a fallu mettre des gros points dans la série face aux Knicks et stopper un peu leur run aux New-Yorkais, il était là aussi. Donc du coup, on va voir du coup l'opposition entre ces deux joueurs. On va les voir parfois s'opposer directement en bung à bung. Donc parfois peut-être avec un Butler qui défend sur Tatum ou un Tatum qui défend sur Butler. Mais en tout cas, il y a un point clé qui peut vraiment faire beaucoup de choses pour cette série. En fait, il y a un truc qui peut vraiment du coup permettre à Miami de vraiment être plus que là pour faire de la figuration, mais vraiment pour aller chercher cette série, ça va être la défense de Miami sur Tatum. Alors oui, il va y avoir du Jimmy Butler qui va être envoyé directement, sur Monsieur Tatum. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr qu'on va parfois voir des oppositions directes entre les deux. Mais à côté de ça, c'est comment on va réussir à défendre aussi collectivement Tatum? Comment on va parfois réussir lui faire lâcher la balle? Comment on va réussir à faire déjouer son adresse au scoring? Parce qu'on a vu que, bah oui, alors oui, il t'en met 51 dans le match 7 là, face aux Sixers, notamment pour le record de points dans un match. Mais sauf que Sauf qu'on a vu aussi que Tatum, il pouvait passer à côté en travers en termes d'adresse. Et tout de suite, quand il commence à faire un 8 sur 17, là, un 8 sur 20 quasiment même, Tatum, et bah tout de suite, ça te permet de mieux respirer pour l'équipe d'en face et ça te permet du coup de proposer bien plus de difficultés à l'équipe de Boston. Parce que clairement, quand t'as Boston qui est bien rodé avec un Jason Tatum qui trouve son adresse, etc., il emmène tout le monde avec lui en attaque. Il emmène tout le monde avec lui en attaque. On l'a vu parfaitement dans le troisième quart-temps. Dans le troisième quart-temps de ce match 7 face aux Sixers. Alors oui, il y a un Jason Tatum qui est totalement on fire. Mais au final, autour, bah, ils sont là aussi pour mettre leur shoot, pour mettre leur drive, etc. Mais parce que Tatum, il était tellement bon, il était tellement, tu vois, insolent, tellement dur à défendre, etc., que du coup, il créait des ouvertures pour les autres et il diffuse cette énergie positive. Il diffuse cette énergie positive à ses coéquipiers. Et ça se voit. Et ça se voit. Et du coup, pour Miami, la première chose que tu as envie de faire, c'est de réussir à contenir le plus Jason Tatum. Si tu dois perdre, c'est parce que tu as Jaylen Brown qui est on fire à côté, que tu as Lord qui te met des gros 3 points dans le corner, ou que tu as Malcolm Brogdon qui, quand il sort du banc, il te met un 8 sur 12, tu vois. Là, tu te diras, pour Miami, bah écoutez, on a essayé de tout faire, on a essayé de contenir leur leader, de défendre sur les role-players comme on pouvait, mais au bout d'un moment, on peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Mais déjà, si tu arrives à limiter l'apport de Tatum, que ça soit l'apport au scoring, mais l'apport au playmaking, parce qu'aussi Tatum crée pour les autres. Et on l'a vu encore plus sur ses playoffs. On l'a vu encore plus à la création de Jason Tatum, parce que des fois, justement, il manquait un peu d'adresse, etc. au scoring. Du coup, eh ben, il arrivait à bien se transformer en créateur pour les autres. Et t'as pas envie non plus de ça. Parce que du coup, quand Tatum, il commence à bien pénétrer, à lâcher les bons kicks dans le corner, etc., ça devient un casse-tête. Ça devient un casse-tête à défendre. Parce que du coup, autour, bah, bien sûr que tu as un effectif t'as un effectif très complet, un collectif très huilé là aussi, quand ils arrivent à le faire, en tout cas, quand ils arrivent à l'être. Mais clairement, la première chose du coup pour le hit, c'est de défendre Tatum et de limiter son adresse au scoring. Et de l'autre côté, bah c'est la même chose. C'est la même chose en fait. De l'autre côté, c'est la même chose. C'est est-ce que Monsieur Jimmy Butler va réussir à peser en attaque? Parce qu'en fait, côté Boston, on sait qu'ils vont avoir un plan, ça va être d'essayer de rendre Butler inoffensif en attaque, de lui rendre la vie vraiment très compliquée, en lui envoyant du Jason Tatum, en lui envoyant du Jaylen Brown, en fermant bien les accès au cercle avec des aides défensives, etc. Parce que là déjà pour les Celtics, quand Tatum manque d'adresse, etc.,
tout de suite, ça complique un petit peu le tout en attaque pour Boston. Mais alors côté Miami, quand t'as un Butler qui est vraiment pas dedans, ça peut encore plus compliquer les choses. Même si, au final, au fur et à mesure des séries, le Heat, ils ont montré qu'au final, bah, ils avaient une certaine diversité, une certaine richesse dans leur effectif, tu vois. T'as un Bam Adebayo dans la raquette qui peut, bah voilà, son duel face à Horford, il va être très intéressant. T'as du Kevin Love qui peut t'apporter beaucoup de stretching et beaucoup d'espacement dans le jeu. T'as du Gabe Vincent et du Max Strus, etc., qui sont là pour essayer de t'apporter du scoring et de la création, etc. Du Kyle Lowry en sortie de banc. Quand t'as besoin de coups de chaud, t'as Duncan Robinson avec son poignet là qui peut t'envoyer de la grosse banderille à 3 points dans tous les sens. Donc le Heat a aussi, bien sûr, un effectif profond. Mais sans faire offense à l'effectif du Heat, je pense que l'effectif quand même des Celtics c'est un petit cran au-dessus en termes de profondeur quand même. Attends, on parle quand même de d'Eric White, de Marcus Smart, de Jalen Brown, d'Al Horford, de j'ai pas cité qui, j'ai pas cité Malcolm Brogdon, j'ai pas cité aussi monsieur je sais je retrouve plus son nom avec ses dreads dans la raquette, bref, c'est pas grave. Il m'échappe. Mais voilà, en tout cas, je pense que la profondeur du coup en fait, pour les Celtics, tu peux peut-être gagner sans un Tatum qui soit flamboyant, alors que peut-être pour Miami, ça va être plus compliqué de gagner si t'as pas un Butler qui pèse vraiment dans le jeu et qui arrive à vraiment travailler la défense des Celtics. Parce que là, la défense, elle va encore augmenter d'un cran, hein. La défense, c'est pas pour faire offense à la défense des Bucks notamment ils ont manqué beaucoup d'intensité. C'est pas pour faire offense à la défense des Knicks, mais quand les Celtics vont se mettre à défendre sur des très très grosses séquences à haute intensité, là clairement c'est un cran au-dessus. C'est vraiment un cran au-dessus. C'est vraiment une sacrée défense. Ça peut switch sur n'importe quel au final joueur. Mais ça, c'est un peu des deux côtés. Au final, t'as des effectifs un peu small ball qui se ressemblent, hein. T'as des effectifs un peu small ball qui se ressemblent, tu vois. Genre, Al Horford et Bam Adebayo, ils ont pas le même jeu, mais au final, dans le gabarit, ça se ressemble. T'as des ailiers comme ça qui sont dominants. Et puis voilà, t'as tes meneurs de jeu qui sont là aussi. Même s'il y a une petit avantage physique quand même pour les meneurs de jeu enfin pour les meneurs de jeu, pour les guards en tout cas, des Celtics avec du Brown, avec du Smart, avec du White, avec du Brown, avec du Brogdon, du Smart et du White. Donc voilà. En tout cas, on va voir du coup comment ils vont faire les Celtics pour limiter au mieux ce que Jimmy Butler va leur mettre dans la tronche. Mais clairement, ça va pas être une partie de plaisir pour Jimmy Butler parce que les Celtics, c'est une excellente défense avec des excellents défenseurs individuels. Donc en fait, Tatum, il va se retrouver toujours avec un chien sur la tronche qui va être là pour lui rendre la vie le plus compliquée possible. Parce que surtout que vu que t'as pas Tyler Hero, bah en fait, alors oui, ils ont d'autres options, etc. le hit, mais tu sais que si t'arrives à vraiment couper Butler sur son apport offensif, en tout cas en termes de scoring, tout de suite, ça peut faciliter la vie pour les Celtics. Tout de suite, ça peut faciliter la vie pour les Celtics. Donc voilà, on verra comment ça va être. Et on verra du coup aussi quels vont être un peu les match-up pour finir. Quels vont être les match-up parce que Joe Mazzulla, il s'est contenté de jouer face aux Sixers extrêmement small ball, notamment voilà Robert Williams que je cherchais tout à l'heure, j'arrivais plus à sortir. Robert Williams était soit utilisé titulaire, soit remplaçant, mais on n'avait pas les deux avec Robert Williams et Al Horford qui jouaient côte à côte. Et au final, Joe Mazzulla, il a eu un peu cet éclair d'illumination là. En tout cas, c'était peut-être bien de l'avoir à ce moment-là. Il s'est dit ah mais en fait, pour jouer les Sixers avec Joel Embiid, en fait de jouer avec Robert Williams et avec Al Horford, c'est peut-être bien. Spoiler, oui, ça a plutôt bien marché parce que du coup, ça te permettait de bien plus fermer l'accès à la raquette et du coup d'éviter d'avoir trop de pénétration facile. Donc on verra si Joe Mazzulla va repartir là-dessus. Mais voilà, comme je disais, du coup le Heat qui a un jeu plus small ball qui ressemble plus au physique que proposait Boston. Et du coup, je pense que Boston devrait plutôt revenir avec ce 5 majeur avec du coup du Derrick White et du Marcus Smart sur les extérieurs, du Tatum et du Brown sur les ailes et du Al Horford du coup en seul pivot à l'intérieur. Et du coup, ça pourrait du coup inciter le Heat à utiliser plutôt Caleb Martin
au lieu de Kevin Love, avec du coup avec Caleb Martin, Gabe Vincent, Max Strus, Jimmy Butler, Bam Adebayo, du coup avoir une line-up peut-être plus small ball pour répondre à ça, parce que Kevin Love du coup face à ce jeu très très small ball, ça veut dire que tu te retrouves avec Kevin Love qui est soit sur Tatum, soit sur Brown. C'est beaucoup trop compliqué. Donc voilà, on verra du coup les ajustements un peu qui vont être faits, mais ça va être très intéressant à voir. Ça va être très intéressant à voir comme série. Vraiment, y a rien à dire. Il y a deux équipes qui se connaissent très bien, qui se sont déjà affrontées à plusieurs reprises sur les dernières années de playoffs. Notamment, bah voilà, la dernière en date à ce stade de la compétition. Bah non, ils se sont affrontés 2 fois parce que attends, l'année dernière, il y a eu un Miami, il y a eu un Miami-Boston l'année dernière, c'était en finale de conf. Et oui, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Hop, alors si j'arrive à retrouver. Mais du coup, on avait déjà eu, du coup, bah, comme je le disais, de toute façon, on a un remake un peu de la bulle. On a un remake un peu de la bulle, notamment. Hein. On avait eu. Tac. On avait eu, du coup, pardon, en 2020. On avait eu du coup cette finale de conf entre le Heat et les Celtics, où c'est du coup le Heat qui avait fait la décision et qui était allé du coup défier les Lakers en en finale NBA, mais qui avait perdu malheureusement ensuite pour eux. Et du coup, bah, l'année dernière, on a eu aussi cette finale de conf. On a eu l'année dernière aussi cette finale de conf, hein, si je dis pas de bêtises. J'ai un doute en fait là, je suis quasiment sûr à 95%, mais j'ai un doute quand même. C'est complètement con. Mais du coup, voilà, en tout cas, c'est deux équipes qui se connaissent parfaitement, qui savent comment les équipes jouent, parce que voilà, Miami, ils jouent pas de cette manière avec cet ADN-là depuis hier. Pareil pour les Celtics, hein, voilà, ça commence à être des groupes qui ont une certaine durée, qui ont une certaine maturité entre eux, etc. Même s'il y a eu des ajustements de part et d'autre, même un petit peu plus quand même de la part du 8. Et bah voilà. Mais du coup, ça va faire 2020, tu t'es retrouvé en finale de conf. 2022, tu te retrouves en finale de conf. 2023, tu te retrouves en finale de conf. Ça fait 3 finales de conf en 4 ans pour cette opposition. Et du coup, on sait que on sait que ça va être une série très disputée. On sait que voilà, c'est ces deux équipes là qui vont s'envoyer du gros steak dans la tronche à gogo. Et voilà, Miami, ils sont arrivés jusque-là, c'est pas pour faire de la figuration. Ils sont arrivés jusque-là, ils vont croire dur comme fer en leur chance de finale et ils ont raison de le faire. Ils ont raison de le faire, voilà, ils ont réussi à sortir les Bucks, ils ont sorti les Knicks. Bah voilà, tu vois que face à toi, t'as des Celtics qui, oui, sont plus talentueux que toi, oui, ont peut-être un groupe plus complet que toi, mais que t'as vu que quand tu leur rentrais peut-être un peu dans la bouche, ça pouvait peut-être leur donner des choses intéressantes à exploiter pour Miami. Donc en tout cas, on verra. On verra du coup comment ça va jouer, mais ce qui va surtout falloir pour Miami, c'est, je pense, réussir à ce que l'attaque s'exprime aussi bien qu'elle s'est exprimée, que ça soit dans la série face aux Bucks ou face à New York. Comme je l'ai dit, la défense là, elle va être tout autre. La défense va être tout autre. Donc, est-ce que tu vas réussir à maintenir cette très bonne attaque au final, hein, cette très bonne attaque de la part de nos amis du 8, hein, qui sont à 113 points de moyenne pour le moment, donc clairement rien à dire. Les Celtics, ils sont à 115, donc voilà, franchement, c'est très très bien pour Miami en attaque pour le moment. Mais là, la défense, comme je l'ai dit, elle va step up. Et pour moi, ça peut être vraiment vraiment un facteur X. C'est si l'attaque de Miami commence à galérer du coup, parce que la défense des Celtics est bien trop chiante pour eux, ça va être compliqué. Breaking news, Doc Rivers viré des Sixers à l'instant. Oh, come on. Oh, ça a pas attendu. Oh, ça a pas attendu. Oh là 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 là. Les Sixers, boum, boum, ça explose. Boum, boum. Les Sixers, ça explose. Les Sixers, ça explose. Oh, la breaking news. Il va falloir qu'on fasse
On va se faire peut-être dans la semaine, peut-être pas demain parce que du coup il y aura un gros focus aussi sur Wemby, etc. Mais dans la semaine, on va se faire un petit point dans une matinale sur la valse des coachs là, parce que là, il y a un nombre de coachs incalculables qui se sont fait dégager, des coachs de l'année, des coachs qui étaient là depuis en place depuis plusieurs années, qui ont fait du bon taf, etc. Là, c'est le coach il est pas bon, ça descend les coachs de tous les côtés et du coup on va avoir une valse des coachs qui va être énorme. On va être une valse des coachs qui va être énorme. Mais du coup, on reparlera de tout ça dans une matinale dans la semaine. Ça sera un bon sujet bien intéressant. Et voilà, pour finir rapidement du coup sur la preview entre les Celtics et le Heat. Un autre dernier point qui va être vraiment très important à surveiller et qui va un peu dans cette veine de ce que je viens de dire, hein, notamment dans la capacité de Miami à toujours avoir une attaque qui soit aussi performante qu'ils ont eu jusque-là, ça va être notamment grâce avec le rapport du banc. Parce que le banc côté Celtics, pff, il est incroyable, notamment avec Malcolm Brogdon. Déjà d'avoir Brogdon en fait sur le banc, après que t'aies Derrick White, que t'aies Robert Williams ou que t'aies peu importe qui t'as en fait, ça dépend en fonction de la line-up que t'as. Mais en fait du coup le banc des Celtics, notamment avec le sixième homme de l'année Malcolm Brogdon, est en fait déjà juste trop fort. Le banc des Celtics, tu sais que ça va rentrer et tu sais que ça va scorer du point et que ça va être efficace et ceci et cela et que c'est bien chiant à jouer. Donc là, il va falloir voir comment le Heat arrive à répondre à cette bataille du banc. Ils ont des armes hein, qui peuvent être intéressantes, hein, du Kyle Lowry, du Duncan Robinson. Voilà, il y a quelques armes qui peuvent être intéressantes, mais il y a peut-être un peu moins de certitude sur ce qu'ils peuvent apporter. C'est peut-être un peu plus fluctuant. Et les matchs où du coup ton banc est un petit peu en deçà, bah, comment va réussir à réagir Miami pour rester dans la course? On verra. On verra. Voilà, ce sont deux équipes qui comptent beaucoup sur leur star, mais les minutes du banc pourraient quand même s'avérer très décisives pour la suite de leur parcours en playoff. Voilà, je crois qu'on est arrivé à l'heure du petit pronostic sur cette série. Qu'est-ce que je vois sur cette série? Pour le moment, on est bien sûr à 0-0, mais je vais donner un score. Je vais donner un score 4-2. 4-2. Et bah ça va aller pour les Celtics. Ouais, pour les Celtics. Oui, pour les Celtics. Bah non, c'est de l'autre côté les Celtics, ils sont là. Je donne 4-2 Celtics, oui, bah c'est plutôt logique. C'est plutôt logique. Je pense que Miami a fait un parcours de playoff qui vont déjà être très fiers. Parcours juste incroyable et ça changera à rien, même s'ils se font sortir là. Je pense que voilà, Boston, ils sont pas revenus jusqu'ici pour s'arrêter aux portes des finales. Les Celtics sont là et je pense que les frayeurs qui se sont fait un petit peu face aux Hawks et face aux Sixers vont aussi leur servir un peu d'électrochoc et qui vont essayer de pas reproduire les mêmes erreurs et que bah en fait quand tu vas réussir à proposer la grosse défense qui va vraiment réussir à restreindre un peu l'attaque du Heat, clairement tout de suite ça va compliquer la série pour Miami. Je vois quand même une série 4-2. Voilà, sur la physionomie, je pense que j'adore le chameau qui a pris son sub. Oh, Momo, le chameau. Il est là, le Momo. Quel crack. Ah, ça, tout ça parce que j'ai dit victoire des Celtics, du coup, Momo, il est trop content. Alors, spoiler, il en a rien à foutre du basket, surtout. Mais du coup, voilà, pour finir sur ce petit prono, je pense quand même un avantage pour les Celtics. Comme je l'ai dit, quand ils sont à 100%, ils sont injouables, et je pense que oui, ils se sont mis un peu en difficulté face aux Hawks, mais ils sont passés. Oui, ils se sont mis un peu en difficulté face aux Sixers, mais ils sont passés. Oui, ils vont peut-être se mettre un peu en difficulté face aux Heat, mais je pense qu'ils vont passer quand même. Je pense qu'ils vont passer quand même parce que c'est l'équipe au final, au fond, qui a plus de ressources que n'importe quelle équipe. Et je pense que pour Miami, ça va être un petit peu compliqué. Voilà, ça va être quelle équipe va jouer la plus dure, quelle équipe va mettre le plus d'intensité, qui va jouer la plus fort avec l'autre, quelle équipe va dominer au rebond, etc. Et avec tout ça, je mets un petit avantage à Boston
pour sa variété tactique qu'ils peuvent proposer des deux côtés du terrain, que ça soit les ajustements qu'ils peuvent faire jouer en défense, que ça soit jouer très small ball ou plutôt plus grand avec du Robert Williams, etc. Que ça soit en attaque. En attaque, ils ont aussi beaucoup de variété avec notamment un Jason Tatum qui est on fire. Et au final, même si Butler et Tatum font leur série, je pense que derrière, les armes des Celtics sont bien plus présentes. Il y a plus de profondeur. Et voilà, ils sont sortis un peu presque miraculeusement de la part dans cette série face aux Sixers. Et je pense que c'est peut-être ce qu'il leur fallait et que ça va leur faire du bien pour la suite des playoffs. Je vois les Celtics en 6. Voilà. On verra du coup ce que ça va donner, pour ces finales de conf. Mais en tout cas, ça va être des séries vraiment alléchantes, Voilà, on retrouve le dernier carré de la bulle. Et ben moi, je croise fort les doigts pour qu'on ait le même résultat final. On veut cette putain de victoire des Lakers.